Voilà l'équipe. Bon, ici c'est la mécanique automobile. Moi, pour la petite présentation, je m'appelle Jean. Je suis de la mécanique automobile depuis les années 2000. J'ai un CAP de mécano depuis 2004 et une mention complémentaire. Qu'est-ce qui m'avait foutu dans cette merde? La climatisation, l'électricité 12 et 24 volts, la mise au point moteur et le diesel. Ça tombe bien, on va parler du diesel. Donc, parlons de cette merde parce que moi j'ai l'impression d'avoir flairé une embrouille que pas tout le monde a flairé, du moins, enfin pas tout le monde. Tu m'as compris, je pense bien qu'il y en a qui sont au courant, mais pas le grand public, disons, notamment sur les systèmes anti-pollution. On va finir sur le FAP. Je vous le dis direct, le FAP, il y a embrouille, le filtre à particules, ça fout la rage sur pas mal de points. Donc on va en parler, mais on va quand même commencer par une petite histoire du moteur diesel, parce que ça a l'air de sentir l'embrouille depuis le départ, le truc. Je vous le dis direct. Donc, 1893, le premier moteur diesel en conception par un mec qui s'appelait donc Rudolf Diesel, ça je pense que tu le sais, qui a proposé, du moins présenté en 1900 au salon de je sais pas quoi, de l'innovation mondiale ou je sais pas quoi à Paris, au pied de la Tour Eiffel, qui a présenté un moteur monocylindre de 1960 cm3 de cylindrée, donc un 1,9 litre, 2 litres, qui tournait à 172 tours minute. C'est l'époque. On est en 1900, les gars. Donc, 172 tours minute, c'était très bien. Donc, je suis pas sûr que Diesel, ce soit l'inventeur du moteur par combustion interne à auto-allumage, disons. Parce que le deux temps diesel, il tournait déjà sur des bateaux depuis 1800, tu vois, 1820. Donc peut-être que lui c'est l'inventeur du 4 temps, mettons. Mais à la base, je sais pas trop. Ce que je sais, ce que je suis sûr et certain, c'est que Rudolf Diesel, c'était un mec du peuple, disons. Il y en avait encore un peu à cette époque-là. Et lui, son objectif premier, tu vois, dans la vie, c'était de alléger la charge de travail des paysans et des artisans, notamment par un moteur qui tournerait sans pétrole, puisque le pétrole, ça dépendait déjà de la Standard Oil, les prix et tout, c'était déjà fixé. Donc lui, il voulait concevoir un moteur sans pétrole, avec tu pouvais tourner à huile de vidange, huile putréfactée, enfin n'importe quel truc gras et liquide que tu trouvais, tu pouvais le foutre là-dedans. Donc ça, c'était son but, tu vois. Donc c'était un but assez honorable, moi je trouve. Le problème c'est que lui, il voulait en faire un peu commerce quand même, tu te doutes bien que la conception ça lui a coûté de la monnaie. Donc il a embarqué en 1913, à l'âge de 55 ans, sur un ferry ou un bateau, ou je sais pas quel genre de merde, mais un truc qui flotte sur la mer du Nord, entre l'Allemagne et l'Angleterre, pour se rendre en Angleterre et négocier des contrats de import-export, enfin import-export, ça c'est plutôt le terme actuel, mais disons des contrats commerciaux. Voilà. Donc il devait se rendre en Angleterre parce qu'en Allemagne personne voulait lui lâcher la monnaie. Donc il a embarqué sur ce ferry un soir de septembre 1913. Il a participé à un dîner d'affaires directement sur le bateau. Il allait se coucher à minuit et demi. Le lendemain, à 7h30, personne dans sa chambre. Donc là, je vais pas faire travailler ton imagination à ta place. Le mec, il s'est fait certainement balancer par-dessus bord par les mecs avec qui il avait tenté de négocier la veille. Ça, c'est un fait. Donc, voilà. Pourquoi ils l'ont balancé par-dessus bord? Tu te doutes bien que le mec, il arrive. Moi, je veux faire tourner un moteur sans pétrole. À l'époque où les mecs, ils viennent de trouver du pétrole. Ouais, tu te doutes bien que pour les royalties, c'est pas bénef en gros. Et d'ailleurs, en parlant royalties, lui, les siens sur son brevet, il les a jamais touchés, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, d'autres s'en sont contentés à sa place. Bref, 1959. Avènement du premier véhicule diesel
français. Alors accroche-toi bien, un Peugeot 403, 1,8 litre, 48 chevaux, moteur 1 des Nord. Donc c'est pas un moteur Peugeot, c'est un concepteur qui a vendu un moteur à Peugeot, qui a équipé son véhicule avec. Mais n'empêche que le premier véhicule diesel français, c'est une Peugeot. La 403, 1,8 litre, 48 chevaux. Ensuite, ça c'est un détail, mais il faut que je vous l'apprenne pour la suite. Bon, certainement que vous le savez déjà, avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui. En 1957, le traité de Rome, donc le premier traité européen, autorise l'import de véhicules étrangers, donc fabriqués à l'étranger, hors Europe, disons, donc Asie, ou Amérique du Sud, ou Afrique, ou ce que tu veux, Russie et tout. Donc il légalise, autorise l'import de véhicules étrangers compatibles avec nos normes par rapport à nos voies enrobées, donc les bagnoles américaines de 2,40 m de large, tu te dis bien que ça, même de nos jours, c'est encore pas importé, tu vois. Mais pour ce qui est des coréennes et des japonaises notamment, Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Hyundai, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est importable en France, hors taxe, mon frère. Ça veut dire que tu arrives avec un produit qui est pas fabriqué par des Français, tu le vends à des Français qui sont au chômage, et tu fais ton beurre, personne ne te dit rien. C'est hors taxe. Donc ça, c'est autorisé depuis 57. Donc Peugeot, il a bien mesuré dans les années 75-80, il a commencé à voir venir les coréennes et les japonaises, notamment les petites Honda, les petites Toyota, moteur essence qui fuyaient pas. Ça c'est un détail, mais c'est à savoir quand même que au Japon, si tu fais une tache d'huile sur l'enrobé dans un parking ou sur la voie publique, tu te fais embarquer la bagnole, elle part à la fourrière. À la fourrière, ils ont des mécaniciens qui te commandent la pièce, qui te la réparent, qui t'envoient la facture, plus le PV. Tant que t'as pas payé, tu récupères pas ta caisse. Donc autant dire que les constructeurs, ils sont mis au plus vite fait et qui font des moteurs qui fuient pas, tu vois. Donc ça fait ni huile, ni liquide de refroidissement. Enfin, encore que liquide de refroidissement, bon, en Europe, on est un peu opérationnel quand même, hein. On n'a pas de moteur qui chauffe particulièrement. Par contre, les fuites d'huile, je vais pas m'éterniser sur le TU de chez Peugeot, mais on pourrait parler des fuites d'huile, tu vois ce que je veux dire. Il y a des tâches plein les parkings en France, hein. Faut pas raconter de conneries, tu vois. Donc, en 1980, voyant ça, le PDG de chez Peugeot, qui s'appelait Jean Calvet, qui était ancien directeur de cabinet de chez Valéry Giscard d'Estaing, il s'est mis à la négoce avec ce cher Valéry pour essayer de lui faire détaxer le carburant gasoil. En lui disant, bon écoute, j'ai un moteur là, donc j'espère qu'il va pas présenter le moteur de la 403, mais bon, il a dû lui présenter une vieille daube qui a un moteur diesel, hein, sans suralimentation, donc pas de turbo, moteur diesel standard, qui pue la mort, qui fait un vacarme du diable, je t'en parle même pas, tu connais bien, tu démarres tous les matins mon frère, et en plus, quand t'es en montagne, faut même pas essayer de mettre une reprise, parce que la troisième, ça va se finir en première, tu vois, et je suis même pas sûr que tu doubles avec ça. Donc, il lui a dit, bon écoute, Giscard d'Estaing, c'était un malin, hein. Le mec qui nous a pondu quand même la loi bancaire le 1er janvier 73, quand il y avait 4 députés à l'Assemblée, juste après les fêtes de Noël, tu vois, c'était un malin, et il a dû lui dire, à mon avis, hein, j'imagine, hein, il a dû lui dire un truc du genre, comment on va faire pour vendre ta merde, quoi, t'as pété un câble, ça fume la mort, ça fait un bruit de malade mental, et en plus ça avance pas ton truc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il a dit, ouais, mais bon, quand même, moi, à part Mercedes qui avait conçu des moteurs diesel en 49, on est les seuls à en produire, quoi. On a un peu l'exclusivité et du coup un temps d'avance sur la conception ou l'ingénierie du moteur diesel, quoi. Donc les Coréens, le temps qu'ils y arrivent, on a le temps de se faire un peu de beurre parce que là ils sont en train de nous bouffer le marché des moteurs essence, quoi. Avec le traité de Rome. Donc l'autre, comme c'était un ancien copain, apparemment il a accepté, hein, puisque les taxes elles ont baissé de jusqu'à 56% pour le gasoil contre 65% pour le super bleu, là, le standard qu'on mettait dans les mobylettes avec de l'huile. Donc 65% pour l'essence, 56%
pour le gasoil. Donc je reprends. On arrive à faire baisser les taxes sur le gasoil. Donc du coup, bon bah écoute, maintenant c'est les années 80. 80, Mitterrand, il arrive au pouvoir. En 83, il désindexe les salaires sur l'inflation. Donc en gros, ça veut dire que bon bah les prix vont continuer à monter, mais toi si tu veux augmenter son salaire, faudra te démerder directement avec ton patron. C'est plus l'État qui est garant de ça. Donc bah en gros tu vas t'appauvrir quoi. Donc si tu t'appauvris, bah tu vas t'habituer à te mettre dans la merde et à rouler avec de la merde. Donc 1983, gros événement, la sortie de la Peugeot 205 diesel. Donc premier véhicule au monde équipé d'un moteur diesel et pesant moins d'1 tonne. Donc le véhicule léger, accessible à tout le monde quoi. Avant c'était essentiellement le gasoil, c'était essentiellement pour les camions, les engins de chantier et les tracteurs paysans. À partir de 83, la 205 fait sa petite révolution et tout le monde en achète. Vu que les salaires sont plus indexés, on gagne de moins en moins et voilà, on est dans la merde, on roule avec de la merde, c'est tout. Ça fait du bruit, ça fume, ça pue, mais bon, ça roule. On est français, on s'en accommodera. On a connu pire. 93, pardon. Ça c'est juste pour la petite histoire. ça me fait toujours rire. 93, c'est la sortie de la Peugeot 306 diesel, un 1,9D qui faisait 58 chevaux. Donc en 59, on avait la 403 qui faisait 48 chevaux, les gars. Donc on a pris 10 chevaux en 31 et 3, 34. En 34 ans, 35 ans là, on a pris 10 chevaux sur le moteur gasoil du même constructeur ou équipementier du moins. Donc autant dire que les gars, l'évolution c'était pas trop leur truc, le pognon est rentré, on va pas se faire chier. Ensuite, là faut que je vous parle d'un truc, c'est sur ça concerne la différence de prix hors taxe entre le gasoil et l'essence. Mais ça c'est super important de le savoir. S'il vous plaît, écoutez-moi juste une seconde. J'espère que ça vous emmerde pas que je vous raconte ça. Il faut que je vous parle du raffinage du pétrole brut. À savoir que le raffinage, c'est standardisé mondialement, donc c'est des cuves cylindriques de 60 mètres de haut par 8 mètres de diamètre. Donc qui font, bon tu multiplies ça à 380 degrés par la base. Et en chauffant, le pétrole il va se décomposer en différentes parties, notamment les essences qui vont s'évaporer en premier. Sur le couvercle, sur le dessus de ton cylindre, on appose un genre de couvercle percé à l'axe pour passer une tubulure qui descend sur des cuves de remplissage qui sont stockées sur le côté de ton cylindre. Et en chauffant, ton essence elle va s'évaporer, donc à 380 degrés, elle va monter, en haut il fait forcément moins chaud puisque tu chauffes à la base. Donc elle va condenser, elle va faire des petites gouttes sur les parois de ta tubulure et puis elle va couler dans les cuves de stockage. Donc en premier, on extrait l'essence. Donc si ça sort en premier, c'est que c'est le moins cher, c'est celui qui a le besoin de moins chauffer pour pouvoir profiter de son extraction. Ensuite, on sort le gasoil. Donc déjà, c'est un peu plus cher puisque tu as chauffé un peu plus longtemps pour le sortir. Ensuite, on sort le kérosène. Le carburant des avions, donc c'est encore un petit peu plus cher, hors taxe hein, je parle. C'est encore un petit peu plus cher, et ensuite tu as toutes les matières qui s'évaporent pas, bon je te la fais large, hein, mais qu'on appelle les naftas ou naftas ou je sais plus quoi, mais enfin bon en gros c'est les plastiques et les goudrons pour faire les routes, tu vois, ça reste au fond de la cuve, tu le racles et puis tu refais le plein avec du brut, et tu repars pour un cycle. Donc l'essence à raffiner, à produire, donc il est moins cher que le gasoil, puisqu'on a besoin de moins chauffer que le gasoil. Ça c'est logique. Tout ce que je vais te dire, de toute façon c'est logique. Ensuite, on a le transport. Dans le coût dans le prix de l'essence ou du gasoil à la pompe, on a la production et le transport. Hors taxe. Hors taxe, hein, je te parle pas de taxe. Donc le transport, faut savoir que, je pense que tu le sais déjà, l'essence est beaucoup moins dense, moins dense que le gasoil. À savoir 0,7 pour l'essence, 0,85 pour le gasoil. Et 1 pour l'eau. Donc ça veut dire l'essence et le gasoil, ils flottent sur l'eau, tu vois. Et
l'essence flotte au-dessus du gasoil. Donc bref, en gros, il est plus léger. Comment on rentabilise le transport en France? On le rentabilise au poids, pas au litre. Donc en gros, pour un même volume, pour un même poids, si tu veux, non pas pour un même volume, pardon, pour un même poids, tu auras plus de litres d'essence dans ta citerne que de litres de gasoil. Donc comme c'est vendu au litre et qu'on transporte au poids, à la pompe à essence, au transport, ton gasoil il te coûte plus cher puisque tu as moins de litres pour le même volume. Donc pour le même poids, pardon, excuse-moi. Pour le même poids, t'as pas le même nombre de litres, t'en as un peu moins sur le gasoil. Donc le gasoil, il est plus cher à produire, et il est plus cher à transporter. Pourquoi il est plus cher à la pompe? Parce que il a été détaxé. Voilà, pour donner l'avantage à Peugeot sur la concurrence, notamment à l'import, des Coréens et Japonais avec leur moteur essence qui ne fuyait pas, et puis qui consommait autant que les autres, et qui était pas tellement inconfortable. Moi, mon père, il a vendu de la Mazda et de la Honda dans les années 80 en Seine-et-Marne. Sur les commissions, il n'était pas à plaindre, ça se vendait bien. Donc Peugeot ayant vu venir cela, il a fait le lobbying, ou du moins la pression sur ses copains du gouvernement pour pouvoir détaxer le gasoil. Ils ont réussi, donc les gens ils ont acheté du gasoil, et là on a commencé à se foutre dans la merde, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le gasoil, par rapport à l'essence, la grosse différence c'est que le gasoil il émet des particules, l'essence, il en émet aussi, mais peut-être 30 fois moins, tu vois. Donc le diesel, c'est beaucoup plus nocif, respiratoirement parlant, que l'essence. L'essence, ça produit, on va la faire simple, l'essence, ça produit des gaz légers qui montent dans l'air. Le gasoil, ça produit des gaz lourds qui stagnent à hauteur de tes voies respiratoires. Voilà. Des particules notamment. Donc je t'ai parlé de leur raffinage, je t'ai parlé de la densité, je t'ai dit que hors taxe, l'essence était toujours moins chère que le gasoil. D'ailleurs, tu peux le vérifier. Hein. Tu vas à ta pompe à essence, là, tu prends en photo ton standard, ton indicateur de prix des carburants, là. Tu vas sur Internet, tu regardes le montant des taxes, tu les déduis. Hein. Si t'as fait un peu d'éco ou même un truc à la chambre des métiers, tu comprends tout de suite comment ça marche. Tu déduis tes taxes. Et puis tu t'aperçois que le gasoil, n'importe où en France, dans n'importe quelle station-service, il est toujours plus cher que l'essence. Contrairement au prix qui est affiché TTC. Hors taxe, le gasoil est toujours plus cher. Il faut le savoir, déjà, c'est la première baisse. La première baisse. On te le vend moins cher, mais il coûte plus cher. Donc, pose-toi des questions sur pourquoi on vend cette dope, tu vois. C'était vraiment pour donner l'avantage aux constructeurs français, quoi. Et bon, bah écoute, ils avaient qu'à être bons, ou alors pas signer le traité de Rome. Soit ils avaient qu'à être bons et produire des moteurs qui fuient pas, confortables et tout ce que tu veux, et sans marge excessive pour que les Français les achètent pas étrangers. Ou alors tu réfutais le traité de Rome et tu disais bon écoute, quand les bagnoles coréennes ou japonaises elles arrivent en France, on les taxe, bordel, attends, on est ça les Français, c'est pas fabriqué par les Français ils n'ont pas de boulot, on fait comment là? Bon, bref, ils ont choisi la solution de détaxer le carburant. Bon, c'était la pire selon moi, mais ils l'ont choisi. Ensuite, 1996, le premier véhicule français équipé de vannes EGR. Alors ça, c'était un premier système anti-pollution des moteurs diesel. Donc la vanne EGR pour Exhaust Gas Recirculation. En gros, c'est un recyclage de gaz d'échappement. Donc ton pot d'échappement, t'as une partie des gaz qui repart dans le cylindre, qu'on essaie de rebrûler pour améliorer un peu le rendement anti-pollution, disons, pour que tu aies moins de polluants à la sortie du pot d'échappement. Donc ça, c'est encore une Peugeot. Franchement, Peugeot sur le gasoil, il m'impressionne. C'est encore une Peugeot, c'était la 605 SRDT en 1996. En l'an 2000, toujours Peugeot. Dépôt de brevet du FAP, le filtre à particules, le fameux filtre à particules. Ça, faut savoir que c'est une conception Peugeot, qui ont un brevet de 49 ans, qui touche des royalties. À chaque fois que Volkswagen, Skoda, Honda ou machin, encore que Honda, ils sont encore au point. Peugeot, après son dépôt de brevet du FAP en l'an 2000, touche des royalties sur tous les moteurs Volkswagen équipés FAP, Fiat,
Rover, ce que tu veux. Enfin, Rover, c'est fini, mais les Japonais, ils sont pas trop FAP, ils ont d'autres façons de faire, disons. Ça, il faut le savoir d'ailleurs, que je vous en parlerai après, mais il y a des constructeurs japonais qui se démerdent à répondre aux normes Euro N6 sans filtre à particules. Donc on en parlera après. 2004, premier véhicule français, diesel donc, équipé filtre à particules. Véhicule léger, hein, parce que depuis l'an 2000, c'était pratiqué sur les poids lourds. Alors apparemment, c'est obligatoire. Je suis pas sûr, mais depuis l'an 2000, le filtre à particules est obligatoire sur les poids lourds. Donc Peugeot touche des royalties sur les poids lourds. 2007, premier véhicule français équipé de FAP, la Peugeot 607 V6 HDI. Donc celle-là, je peux vous en parler pendant des heures parce que je l'ai étudié à l'école. Moi en 2004, c'était l'année de mon CAP. Je l'ai étudié, j'ai bossé dessus. Mon prof de mécanique, il était comme un enfant là, quand il nous parlait de ça. Je voudrais bien avoir son avis aujourd'hui avec le recul sur les émissions, mais bon. 2011, obligation du FAP, donc filtre à particules, brevet Peugeot, hein, sur tous les véhicules neufs, tous les véhicules diesel bien sûr, neufs. Donc là, parlons un peu des normes. Donc on avait la Euro N3, ça c'était de 2000 à 2005 quand j'étais à l'école. Donc on va parler essentiellement de la production de NOx, donc oxyde d'azote, en milligrammes par kilomètre, puisque c'est le but du filtre à particules, là, du système anti-pollution diesel, c'est de combattre les NOx et les hydrocarbures. Donc on va se concentrer sur les NOx parce que c'est ce qui est apparemment hyper ciblé par les normes européennes. Donc entre 2000 et 2005, on était Euro N3. On était donc un maximum 500 mg de NOx, d'oxyde d'azote, par kilomètre et par véhicule. On est passé Euro N4 en 2005 jusqu'en 2009. On avait coupé le taux en deux, le taux maximal, à 250 mg par kilomètre d'oxyde d'azote, donc de NOx, et par véhicule. Euro N5 en 2009 jusqu'en 2014, on n'avait pas tout à fait coupé en deux, on était à 180 mg par kilomètre de NOx émis. Euro N6 en 2014 à nos jours, donc Euro N6, on a A, B, C, D, je crois qu'on est à la C, la D c'est à partir de 1er janvier 2020 il me semble, c'est à vérifier, mais on est à la C, mais bon en gros entre A et C, pour les moteurs diesel, il n'y a rien qui change. Ça change uniquement pour les moteurs essence, qui à mon avis, Euro 6D, ils vont peut-être passer. Euro 7, ils seront équipés de filtres à particules, à mon avis, les moteurs essence, qui produisent beaucoup moins de particules que les diesels, mais comme les diesels équipés de FAP produisent moins que les essences, moins de particules que les essences non équipées de FAP, il va falloir réajuster un peu. Mais c'est pas fini. Vous voyez pas que le FAP c'est la révolution non plus, on va finir d'en parler. Parlons maintenant de la consommation d'AdBlue. Donc en réponse aux normes les normes européennes de pollution qui sont évolutives, donc on a vu entre Euro N3 et Euro N6, hein, ils ont coupé le taux en pratiquement 6. Donc en réponse aux normes évolutives, la consommation d'AdBlue, parce qu'il faut savoir que les normes ça évolue tous les 5 ans, les moteurs ils vous en sortent pas un tous les 5 ans, c'est plutôt un tous les 15 ans, est-ce que je veux dire. Donc le moteur Peugeot HDI Blue, je sais pas quoi là, en gros si vous voulez qu'il pollue moins, il faut rajouter de l'AdBlue. Si vous voulez, pour l'instant, sur un HDI, un ITIS standard là, la régénération, donc faut savoir à peu près comment marche un filtre à particules, je vous l'explique vite fait. En gros c'est comme mettez une chaussette ou un linge derrière votre pot d'échappement, il va forcément récupérer des particules puisqu'il va filtrer, donc c'est un filtre, donc il en récupère. Ben voilà, c'est un filtre à particules, il récupère des particules. Simplement, il peut pas en récupérer jusqu'à être obstrué.
on peut pas boucher le filtre, sinon les gages d'échappement ils sortent plus. Donc à un moment, avant l'obturation, il injecte un additif qu'on appelle AdBlue, qui est composé à 67,5% d'eau déminéralisée, le truc que tu mets dans le fer à repasser quand tu as le temps d'en acheter, et à 32,5%, donc la masse restante, d'urée. Donc urée, ça vient de urine, hein, je te la fais simple. C'est un additif alimentaire. Comment il s'appelle celui-là? Le E927B. Donc c'est le même qu'on te fout dans ta bagnole. En gros, bon ben l'urée disponible la moins chère sur le marché, tu te doutes bien. C'est pas la pisse de yak, hein, c'est la pisse de porc. Donc la pisse de porc, on la récupère chez les paysans. On complète avec une urée de synthèse qui est beaucoup plus chère à produire et qui provient de ammoniac à la base. Donc je crois que le Total AdBlue là, ils utilisent un tiers ou un peu plus d'urée de synthèse et 2/3 de urée de porc. Donc ils te foutent ça dans le filtre à particules pour décomposer les particules de suie, les hydrocarbures et les NOx qui sont retenus par ton filtre à particules. Donc en gros la moitié du temps quand tu tournes avec ton gasoil, il tourne normalement, il stocke de la particule dans le filtre, et l'autre moitié il fait ce qu'on appelle une régénération, il injecte de la AdBlue, donc de la pisse de porc et de la flotte. Donc la flotte c'est pour refroidir un peu la température du procédé. Et la pisse de porc, ça produit de l'ammoniac à 190 degrés, c'est pour ça que ton FAP, quand le moteur est froid, enfin les gaz d'échappement sont froids du moins, il fonctionne pas, donc à froid, ben, le FAP il est en route. À partir de 190 degrés, il injecte de la pisse de porc, il te décompose tes particules, et ce qu'il faut savoir, c'est que ben, comme les moteurs n'évoluent pas, conceptuellement parlant, mais que les normes évoluent, pour produire moins de particules en sortie de pot d'échappement, on est obligé de rajouter de la AdBlue. Donc on est bientôt en train en norme Euro N7, on sera en régénération constante. Le moteur, enfin le système anti-pollution, il fonctionnera tout le temps. Là il est à intermittence on va dire. Il fonctionnera tout le temps parce que norme Euro N7, je sais pas combien ils sont, mais il faut balancer de la AdBlue en permanence pour pouvoir réduire le nombre de particules. Particules, hydrocarbures et NOx. Attention, parce que là je vais vous apprendre quelque chose. C'est qu'on a encore des particules qui sortent de l'échappement, sauf que c'est pas des NOx, c'est pas des hydrocarbures, donc elles sont non comptabilisées et elles peuvent passer. Parlons des consommations d'AdBlue. Donc Euro N3, bon bah Euro N3, il n'y avait pas de FAP, hein, on était à 0 litre. Euro N4, 1 litre pour 16 000 km. Ça, je m'en rappelle très bien, mais très bien, parce que la 607 HDI là, en question, que j'étudiais quand j'étais à l'école de mécanique, elle avait un réservoir d'AdBlue, donc ça s'appelait même pas AdBlue à l'époque. Hein. AdBlue, c'est un truc qui a été sorti Total et compagnie à la suite de contrats dont nous, on ne nous en a pas parlé. Il était de 5 litres, la capacité. Il était à côté de la roue de secours, sous le tapis de coffre, 5 litres. Les normes de fabrication préconisaient à l'époque, je pense que c'est maintenant ça a dû sauter, hein, mais à l'époque là, avant 2005 ou même avant 2009, les normes elles préconisaient que tout système anti-pollution, hein, donc la vanne EGR, le FAP, sur les essences, les catalyseurs, tout système anti-pollution sur une voiture de série devait être opérationnel pendant 80 000 km. Donc en gros, ce que je te dis, c'est que si à moins de 80 000 sur ta 607, tu devais changer le filtre à particules, recharger la AdBlue, changer l'injecteur ou sonde lambda ou je sais pas quoi, sur ton système anti-pollution, c'était garanti. C'était pris en charge par la garantie. Maintenant, c'est plus le cas. C'était pris en charge par la garantie. Donc 5 litres. Donc 5 litres pour 80 000 km, ça fait une moyenne de 1 litre pour 16 000 km.
un ratio plutôt, de 1 litre pour 16 000 km. Euro N5, le moteur n'a pas changé, hein, on n'a pas évolué la conception. On est passé à 1 litre pour 8000 km. Donc là, on a augmenté la capacité des réservoirs un petit peu, hein, pour que ça puisse tenir 80 000, mais maintenant, on est loin des 80 000. Euro N5, 1 litre pour 8000 km. Euro N6, 1 litre pour 1000 km. Euro N7, ça va venir là, c'est ouais, ça doit venir en 2020. 1er janvier 2020, à mon avis, on est Euro N7. La D, ça doit être cette année en fait. La Euro 6D. Donc, puisque c'est tous les 5 ans, ouais. Donc en avion, en 1er janvier 2020, on est Euro N7 et apparemment ce sera 1 litre pour 400 km. En sachant que ça, c'est sur consommation extra-urbaine standard. Ça veut dire, si t'es comme moi, que t'habites en montagne, que t'es toujours pied planche, le constructeur il le dit, hein, il le dit, c'est un rapport de 1 à 3. Voilà. Donc en gros, au lieu d'avoir, là sur Euro N6, on est sur 1 litre d'AdBlue pour 1000 km, ça te fait 1 litre d'AdBlue, si tu roules comme moi. Avec une C5 HDI comme moi, ça te fait 1 litre d'AdBlue pour 333,333 km. Donc, bon, je veux pas te parler du prix de l'AdBlue, ça t'as qu'à faire un tour autour de chez toi. J'ai rien à t'apprendre là-dessus. Donc, à savoir, ça c'est ce que je te parlais tout à l'heure, que la Mazda 6 équipée Skyactiv, donc ils appellent ça Skyactiv, hein, t'as EcoBlue, HDI Blue, machin, ils ont tous leurs petits noms mignons. La Mazda 6 équipée Skyactiv, elle est pas équipée de FAP, donc de filtre à particules, et pourtant elle répond à la norme Euro N6, elle est importable en Europe, et ça c'est hallucinant, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de FAP, ils n'ont pas d'AdBlue. Donc là il faudrait parler de mécanique un petit peu, je vais pas en parler longtemps parce que je veux pas vous prendre la tête. En gros, la technique qu'ils ont, c'est d'abaisser le RCV. RCV, c'est le rapport de compression volumétrique. Également, j'ai vu ça que maintenant ils appellent ça le taux de compression. Donc appelle ça comme tu veux. Le taux de compression, en gros, c'est le rapport que tu as entre le volume de ton cylindre en point mort bas, donc quand le piston il est tout en bas, et le volume de ton cylindre en point mort haut, donc en fin de compression. Voilà, c'est le rapport entre les deux volumes, ça te fait un chiffre. C'est pas des barres, c'est un rapport. C'est sur 1, voilà. Donc un diesel standard, c'est compris entre un rapport, un RCV ou un taux de compression entre 17 et 22. Et Mazda, ils sont passés à 14. Ils sont en dessous, c'est pratiquement un RCV d'un moteur essence, tu vois ce que je veux dire. Pas tout à fait, mais si, ouais, franchement, si, c'est un RCV d'un moteur essence. Donc ils sont passés ça. Donc ils ont des petits problèmes de démarrage à froid qui compensent autrement, mais sinon, en termes de pollution, ils sont pas équipés FAP. Ils sont pas, donc ils injectent pas d'AdBlue et ils répondent norme Euro N6. Donc à savoir, depuis 2014, qu'ils émettent moins de 80 mg de oxyde d'azote par kilomètre et par véhicule. Voilà. En conso extra-urbaine standard. Voilà. Ça c'est pour Mazda. Donc en gros, c'est pas infaisable de se passer du FAP, c'est juste que ils ont envie de vous vendre de l'AdBlue, quoi. Donc achetez ça, hein. Qu'est-ce que je te dis ça. La composition de l'AdBlue, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé que c'était un additif alimentaire, donc notamment pas l'AdBlue total, hein, mais l'urée qui le compose, c'est le E927B. Donc à 3%, ça c'est intéressant ça. Additif alimentaire, donc l'urée de porc ou de synthèse, mais la porc elle est moins chère, donc tu te doutes bien que tout commercial qui sont, ils prennent la moins chère. Donc c'est de l'urée de porc, mon pote, c'est de la pisse de porc qui te fout donc dans les chewing-gums à hauteur de 3%. Pas de souci, hein. L'OMS dit que jusqu'à 7,5%, la pisse de porc dans les chewing-gums ou dans les bonbons, c'est pas nocif, hein. Tu crains rien, mange, vas-y, mange. Et 1% dans les pâtes à tartiner, donc pâtes à tartiner, je vais pas te balancer la marque, hein, tu la connais bien. Ça c'est réglé. Injection d'AdBlue, faisons-nous plaisir, parce que c'est là que, si t'as un peu enregistré ce que je t'ai dit jusque là, tu devrais faire la part des choses. Donc, injection de l'AdBlue à une température de 190 degrés, donc ça c'est la température de tes gaz d'échappement, hein, t'affole pas, c'est pas ton liquide de refroidissement, t'as pas fait joint de culasse. Donc à 190 degrés dans les gaz d'échappement, ton système anti-pollution filtre à particules équipé AdBlue, là, SCR je crois que ça s'appelle, il est
en fonction. Donc, l'urée, alors je vais te lire ce que j'ai écrit du compte rendu que j'ai fait, tout ce que j'ai trouvé sur internet. L'urée contenu dans l'additif se change en NH3. Donc NH3 c'est azote, un azote, 3 hydrogènes, donc ça fait de l'ammoniac. Donc se change en NH3, en ammoniac donc, et vient oxyder, donc il apporte un atome d'oxygène à ton NOx. Le NOx c'est le polluant qu'on essaie de combattre avec le filtre à particules, les oxydes d'azote. Donc l'urée contenue dans l'additif AdBlue que tu as acheté bien fièrement chez Total se change à 190 degrés en ammoniac. C'est de la pisse, hein, c'est normal. Et vient oxyder les oxydes d'azote, donc les NOx, présents dans les gaz d'échappement, pour les changer en N2. Donc N2, N c'est l'azote. Hein. Donc 2 atomes d'azote, ça te fait un diazote. Voilà, bon, un diazote, c'est pas nocif pour la santé. Et en H2O. H2O, c'est de l'eau. Un hydrogène, 2 hydrogènes, un oxygène. Donc ça, en gros, ça t'explique que ta pisse de porc, elle se transforme en ammoniac à 190 degrés quand tu l'injectes pour détruire tes particules. Elle se transforme en ammoniac hyper nocive. Et au contact des NOx, donc de tes gaz polluants qui sont présents dans les gaz d'échappement, les polluants qui sont présents dans les gaz d'échappement, elle vient les oxyder, et du coup, tout ça, ça se transforme en gaz non polluant. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça te fait du diazote et de l'eau. Donc en gros, ton diesel, il pollue plus. Il pollue plus. Il fait de l'azote et de l'eau. Et de l'azote et de l'eau, écoute, l'atmosphère, elle est composée de 80% d'azote, mon pote. Donc tu vas pas me dire que ça pollue. Hein. C'est la composition originelle. Et l'eau, je t'en parle même pas, c'est encore pire. Ça s'appelle pas la planète bleue pour rien. Donc, en gros, ils te disent que ton moteur diesel, en sortie d'échappement, mon pote, il est limite plus pur que l'air que tu respires chez toi, quoi. En réalité, pour être certain de transformer 99,9% des NOx, donc ça c'est l'affirmation Peugeot, hein, ils disent ouais non, quand ça sort, il n'y a plus de NOx, il n'y a plus d'hydrocarbures, c'est clean, tu peux le manger le truc. Ok, mangez pour d'échappement, vas-y. En réalité, pour être certain de transformer 99,9% des NOx, l'injection d'AdBlue est conceptuellement, donc à la conception, doublement, voire triplement dosée. Ça veut dire que lui, il sait la quantité de NOx que tu émets, donc il sait la quantité d'AdBlue qu'il a besoin pour ruiner ses NOx, pour les changer en diazote et en eau, en H2O. Mais il a un petit doute. Parce que quand tu es en montagne, t'as pas toujours les mêmes températures moteur. Des fois il fait 0 degrés, des fois il fait 35 degrés, des fois tu es en train de tirer une caravane, ça chauffe, nanana. Donc il double ou il triple la dose pour les constructeurs allemands. Les Français ils doublent. Ils doublent la dose. Mais alors attends, en doublant la dose, ça veut dire que donc quand tu es en surcharge et tout machin, peut-être que tout ton ammoniac va servir à dépolluer ton oxyde d'azote. Mais, quand tu es en surproduction, je l'ai marqué, tiens, il en résulte une surproduction de NH3, donc d'ammoniac, directement échappée à l'air libre en sortie de tubulure. Un tubulure, ton bois d'échappement. Voilà. Donc en gros, si tu mets trop d'ammoniac, elle va pas trouver de polluant à dépolluer. Donc elle va s'échapper directement par ton échappement. Et en gros, par ton échappement, tu vas envoyer de l'ammoniac. Alors ça, l'ammoniac, c'est un gaz que un moteur diesel standard comme ma vieille R21, il t'en sortira jamais, mon pote. L'ammoniac, il en sort pas. C'est que si tu mets de la pisse de cochon dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, comme il triple la dose nécessaire pour être sûr de brûler tous les polluants, tu sors de l'ammoniac à l'échappement. Sauf que le constructeur, il est tranquille. Écoute bien. Accroche-toi, machin. Accroche-toi, ma bibiche. Aucun problème pour les constructeurs, puisqu'aucune norme ne préconise une limite d'émission de ces particules. Donc l'ammoniac, le NH3, hautement acide. L'ammoniac, je te rappelle que c'est ce que tu mets dans ton aquarium pour baisser le pH. Hautement acide et nocif. Bah oui, si c'est acide, tu vas peut-être pas te la foutre dans les poumons, ma biche. C'est pas. Donc pour finir, il y a encore un petit élément à charge au niveau du NH3.
donc de l'ammoniac, qui sort de ton pot d'échappement parce qu'elle a pas trouvé suffisamment de gaz polluant à dépolluer. Si tu veux, elle a tout dépollué, mais comme il y avait trop d'ammoniac, ben l'ammoniac, faut bien qu'elle s'échappe quelque part. Hein. Il y a pas de, pour l'instant, on n'a pas de filtre à ammoniac dans les échappements. Donc, dernier élément à charge, la densité. La densité, mon pote, la densité, mais il faut en parler, la densité. Donc une densité de 1, c'est l'air. Donc tout à l'heure, je te parlais de la densité de l'essence et du gasoil, c'était par rapport à un liquide. Maintenant, c'est par rapport à l'air. Donc la densité de 1 par rapport à l'air, c'est 1 kg par mètre cube, c'est le poids de l'atmosphère qui est autour de toi. Quoi. Il y a 20% d'oxygène, 80% d'azote en gros. Donc ça, la densité du NH3, de l'ammoniac, elle est de 0,73. Donc elle est plus légère que l'air. Donc elle va venir flotter au niveau du museau. Après, elle va partir au-dessus de toi. Mais le temps de l'émission et de l'embouteillage et du machin, elle va te traîner autour du museau, tu vas respirer de l'ammoniac, tu peux être sûr. Le NOx, le polluant qu'on cherche à combattre en injectant de l'ammoniac dans le gaz d'échappement, il a une densité de 1,45. Donc lui, il est plus lourd que l'air. Donc il va descendre en fait. Donc le pot d'échappement, bah, il y a la pression, il y a les courants d'air, je dis pas qu'il va pas te venir en museau un petit peu, tu vas en manger des hydrocarbures, ça c'est sûr, t'as qu'à voir la gueule des murs en ville, hein, de 2 mètres du sol, ils sont tout noirs. Mais n'empêche que il est plus léger, il est plus lourd, pardon, que l'air, donc il va avoir tendance, les NOx et les hydrocarbures, si tu veux, ils vont avoir tendance à descendre, et à se faire piéger dans les aspérités de l'enrobé, ou de la voie, ou de la route, ou du goudron, on appelle ça comme tu veux, enfin bref, au permis, on nous a tous dit, attention la première pluie, les 5 premières minutes, l'eau, qui a une densité, donc du coup, beaucoup plus lourde que tous les gaz, hein, elle va faire remonter ces petites particules à la surface de l'enrobé, et toi quand tu vas passer avec ta bagnole, all in on ice. Il y en a qui se font plaisir, hein, moi j'adore ça, mais c'est pas tout le monde. Donc il faut le savoir, c'est la preuve que les NOx et les hydrocarbures, ils sont plus lourds que l'air et qu'ils descendent sur l'enrobé. L'ammoniac, c'est pas ça. L'ammoniac, tu le respires directement. Voilà. Donc la moralité, c'est que c'est un filtre à particules qui combat des particules, qui a de bons résultats sur cette annihilation des particules, mais qui, pour être sûr de se faire, produit d'autres particules qui ne sont nullement mesurées par aucun organisme de livraison des certificats d'aptitude à la circulation, quoi, la mise en circulation d'une voiture, hein. Quand tu veux concevoir une voiture, il y a des normes à respecter, tu vois. Donc en gros, quand tu vas au contrôle technique, on te mesure sur un moteur diesel les hydrocarbures, les NOx, l'oxygène, le CO2. L'ammoniac, non, pas encore. Attends. Ça viendra jamais, t'inquiète pas. Là, tu vas bouffer de l'ammoniac, mon pote, t'es parti pour manger un litre d'AdBlue tous les kilomètres, là, si tu les laisses faire. Donc, j'ai plus rien à te dire, j'ai plus rien à te dire pour aujourd'hui, du moins, c'était la fin de mon petit exposé sur le système anti-pollution du moteur diesel récent. Voilà. Qui dépollue d'une certaine manière pour polluer d'une autre manière. Ciao, mon frère.